Merci. Heureux d'être parmi vous. Donc, je m'appelle Gérard Bayard et je suis vendeur. En fait, vous savez, comme beaucoup de vendeurs, on dissimule cet art derrière des titres divers et variés. Rares sont les métiers où on ose aussi peu dire ce qu'on fait dans la vie. J'ai jamais eu vendeur sur ma carte de visite. Je démarrais comme attaché commercial, enfin je devrais dire ligoté commercial, parce qu'au début on a très peu de latitude. Puis avec les années, je suis devenu ingénieur commercial. Je ne peux pas imaginer le sourire de ma mère quand je suis rentré avec ingénieur sur la carte de visite. Il s'est dit comment il a fait pour devenir ingénieur en faisant représentant de commerce. Ça fait partie des miracles de la vente. Et puis après, on grandit, on devient chef des ventes, directeur commercial, toujours vendeur, mais plutôt limité aux endettements. Puis président pour terminer, ça c'est vendeur tout le temps, parce qu'il y a les clients, il y a les collaborateurs, il y a les actionnaires. C'est le métier de la vente. C'est une vraie passion que je suis heureux de pouvoir partager avec vous dans le cadre d'un sujet qu'on a appelé pompeusement les secrets de l'excellence commerciale. C'est vrai que c'est prétentieux comme titre. C'est simplement le nom d'une étude que l'on a menée sur un plan européen au sein du cabinet Mercury International, que je dirigeais en France et que j'anime au niveau des PME et au niveau mondial aujourd'hui. Et cette étude a pour objectif d'identifier des pratiques transversales performantes. Existe-t-il des secrets en quelque sorte pour réussir sur le marché d'aujourd'hui? Ce programme d'études a démarré dans les années 2007-2008, a été renouvelé en particulier auprès des PME en France. Et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment de vivre sur le plan du commerce une révolution comparable à la révolution industrielle à la fin du 19e siècle. On est en train de vivre une vraie rupture des pratiques. Alors, le terme de rupture n'est plus à la mode, mais je me dois de l'utiliser parce que c'est une rupture dans les systèmes, une rupture dans les comportements, une rupture dans les mentalités. Alors, ce que je vous propose pendant 1h10, c'est de passer en revue ces évolutions majeures, de regarder l'impact que ça va avoir sur les entreprises, aussi bien au niveau des achats que de la vente. Tous les exemples que je vais prendre aujourd'hui, curieusement, vont partir non pas de l'entreprise, mais de notre quotidien. Parce que cette révolution, sa particularité, c'est de ne pas être né dans l'entreprise. Lorsqu'on a parlé de la révolution informatique, ceux qui avaient les moyens d'investir dans l'informatique, c'était les entreprises, les compagnies. Il fallait avoir de l'argent pour le faire. La nouvelle révolution des comportements, elle se fait au quotidien. Elle se fait dans notre vie et elle est en train de gagner progressivement l'entreprise. Ça veut dire que les changements des particuliers ont changé, se sont produits avant même qu'au sein de leur métier, ils soient amenés à avoir ces nouvelles pratiques. Alors on va observer ça dans un premier temps et on va traiter cela en 4 actes qui nous permettront de découvrir s'il existe de véritables secrets. On pourra échanger derrière. Alors, je vous disais, je suis vendeur depuis 1980, ça fait un paquet d'années, mais cette année, je suis un peu triste parce que je suis en instance de divorce. Pas de divorce avec mon épouse, ça va très bien, c'est avec les clients, et je vais vous parler du divorce commercial. Parce que quand on est vendeur et qu'on a le sentiment d'arriver à la fin d'une histoire avec des clients, c'est un peu difficile à vivre. Comme souvent, on découvre ça par les autres. Moi, j'ai découvert par la presse, et en particulier dans un tabloïd français célèbre qui s'appelle Le Monde. Il y a eu un article épouvantable qui a été publié, incompétent et intrusif, les Français maudissent les vendeurs. Alors, je nous savais mal aimés, nous vendeurs, mais de là à être maudits, c'est peut-être un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait pour être maudit et être traité d'incompétent et d'intrusif? Est-ce qu'on oserait parler d'autres métiers, d'autres populations en mettant dans la une du monde.fr incompétent et intrusif? Peut-être que le vendeur a une petite part de responsabilité, peut-être que l'on a amplifié certains comportements, peut-être que certaines émissions grand public du dimanche soir amènent à penser que le commercial qui va promouvoir de l'électroménager est capable de générer un endettement à vie de quelqu'un. C'est peut-être accorder un peu plus d'importance et de talent au vendeur qu'il en a réellement. Alors essayons de comprendre ce qui s'est passé. Ce divorce commercial se traduit déjà par une certaine forme de refus de communiquer. Et quand on a senti cette difficulté à rencontrer les clients, ce que disent dans les enquêtes les vendeurs, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à rencontrer les clients. S'ils ne nous rencontrent pas, c'est qu'ils n'en voient pas d'intérêt. S'ils n'en voient pas d'intérêt, c'est une profonde remise en cause de sa raison d'être en tant que vendeur. Et pourtant, quand on est vendeur, on a le sentiment d'avoir à peu près tout fait sur ces
20 dernières années pour sauver ce couple client-fournisseur. Alors passons rapidement en revue ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années. En 1980, on a vécu la première révolution commerciale. Dans les années 80, c'est venu de l'Ouest, même l'Ouest de l'Ouest, l'Ouest des États-Unis. Une nouvelle génération de vendeurs est arrivée. On les a rhabillés à peu près comme moi, on a rajouté la cravate, bien sûr. Ils étaient soit en costume gris, soit en costume bleu marine. Ils se comportaient à peu près tous de la même manière. Ils vendaient quoi à l'époque? Les loups, ces grands vendeurs, ces références du monde du copieurs, informatique, c'était les grandes écoles Xerox. Et on avait enseigné à ces commerciaux une méthode de vente qui a fait référence pendant une décennie et qui continue à exister très fortement, qui était basée sur l'écoute client. On avait compris, via le marketing, que plutôt que d'imposer des produits sur un marché, on avait plutôt intérêt à comprendre les tendances d'un marché avant de lancer un produit. Et bien on a transposé ces démarches à la vente. On s'est dit, plutôt que d'imposer un argumentaire à un client, commençons par cerner ses besoins et puis on pourra s'y adapter. Ça a donné le DAPA, découverte, accord, proposition, accord, célèbre démarche qui consistait à poser des questions, à dire au client, donc si je vous ai bien compris, ce que vous recherchez c'est ça, n'est-ce pas? Une fois qu'on avait verrouillé les attentes, on pouvait lui faire une proposition et obtenir un accord. Ceci a été une vraie évolution, une vraie révolution, puisqu'on avait commencé à mettre le client au cœur d'un processus. Vous allez voir que ça a été le démarrage d'une longue descente en enfer. Mettre le client au sein du processus, c'était progressivement considérer qu'il allait prendre le pouvoir. Parce que si on lui demandait ce qu'il voulait, on considérait qu'il était capable de définir lui-même quels étaient réellement ses besoins. Et progressivement, il a compris. Parce qu'en recevant un premier vendeur à 8 heures le matin qui allait lui dire « Bonjour, monsieur le client, on va aller plus loin, je vais vous poser quelques questions. Que recherchez-vous pour voir un bon produit? C'est quoi pour vous une qualité technique? Ça se décrit comment ?» Et qu'il recevait un deuxième qui lui disait « Bonjour monsieur le client, à 10 heures, avant d'aller plus loin, je vais vous poser des questions pour vous, un bon produit c'est quoi, une bonne norme technique c'est quoi ?» À 14 heures, il allait recommencer, ça lassait rapidement. Et il s'est dit, s'ils viennent tous avec leurs mêmes questions, j'ai peut-être intérêt à leur préparer les réponses. Progressivement, on a commencé à écrire les réponses, on s'est appelé un cahier des charges, et on a dit aux vendeurs, mettez vos questions en face, et on va gagner du temps. Le DAPA, c'est un état d'esprit, c'est dites-moi avant, je parle après. Dans les années 90, tout le monde ayant été formé au DAPA, comme on avait un peu normalisé les comportements, on s'est dit il faut monter d'une étape. À monter d'une étape, on a inventé l'empathie dans les années 90. L'écoute client n'étant plus suffisante, il fallait aimer l'homme qui se cachait derrière le client. L'acheteur n'est qu'un acteur. Alors si on arrive à décoder le fonctionnement de l'individu qui se cache dans ce costume d'acheteur, on va gagner. Alors ça a donné tout un tas de techniques. En 95, j'ai même vu MC pour sauver le couple. On a fait la PNL, l'analyse transactionnelle, la sémantique différentielle, la morphopsychologie, et j'en passe, des pages entières. On a vécu des séminaires d'anthologie à l'époque où on prenait toujours un acheteur, un vendeur, on leur disait allez, on va sketcher tout ça, vas-y, pose des questions. Alors on posait des questions, mais au lieu de s'intéresser à la réponse, au contenu, on s'intéressait à la manière dont il allait répondre. Et au bout de 5-10 minutes, le formateur disait alors, décode, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on disait des choses du genre, tu vois, je pense que c'est un travail humain de base, persévérant de phase, nécessairement de type sanguin, il est plutôt secondaire dans ses réactions, mais si j'arrive à le calibrer, je devrais pouvoir me synchroniser. Le formateur lui disait bien, on applaudit, Gérard, il a été très bien. Question accessoire, son besoin, c'est quoi? Attends, je ne peux pas tout découvrir, on ne peut pas s'intéresser à la fois à l'homme et à l'individu. C'est à peine caricatural, mais on a voulu donner l'impression qu'en maîtrisant des techniques psychologiques, on allait prendre le leadership sur l'autre, alors qu'au fur et à mesure, il commençait à gagner de plus en plus en autonomie. Nous allons y arriver. En 2000, la troisième révolution, elle a été liée au fait de dire, à force de demander au client, on n'arrive pas à se différencier, alors on va travailler sur l'anticipation. On va donner au client encore plus que ce qu'il n'a jamais osé demander. On va lui faire des offres attractives, on va le fidéliser. La fidélisation, c'est la clé de la réussite. Alors on a inventé la carte de fidélité. Ça a été un grand moment. Je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience de la carte de fidélité. J'ai eu la chance
dans les années 2008, 2007, 2008, de voyager énormément. En tant que président de Mercury France, notre siège était en Suède, on passait notre temps à faire des allers-retours pour des comités exécutifs. C'est parfois fatigant, mais ça présente un avantage majeur, c'est que ça permet de cumuler quoi? Des miles. Et quand on cumule beaucoup de miles, on devient gold. Il y a des gold parmi vous? Ou des platinium? Quand on devient gold, on devient quelqu'un d'important. Je fus gold. En 2008, j'avais une carte dorée de la compagnie qui me donnait accès à un salon privé où je pouvais avoir un apéritif avec des cacahuètes avant de prendre l'avion. Un grand moment. J'étais bien installé pendant que le peuple était dans la salle commune. Mon traitement privilégié, grand client, fidèle, et le peuple dans la salle commune. En 2009, on a eu une crise dans le monde du conseil, comme un peu partout, mais dans le conseil, on a été particulièrement touché. La décision a été de limiter les déplacements. Alors, on a développé des visioconférences, on a espacé les meetings. C'était extrêmement productif, ça permet de faire des économies, mais c'est pas bon pour les miles. Ayant perdu mes miles, un jour, à l'enregistrement, je sors mon billet, et là, la charmante dame qui était à l'accueil me dit « Monsieur, vous n'avez pas accès au salon. » J'ai dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et elle me dit « Vous n'êtes plus gold. » Alors là, le masque. Quand on découvre qu'on n'est plus gold, et je dis « Alors les conséquences, c'est quoi ?» Elle dit « Vous ne pouvez pas entrer. » J'ai dit « Mais pourquoi je ne suis pas gold ?» Elle dit « Mais c'est parce que vous n'avez pas suffisamment voyagé. » Alors j'ai dit, c'est quand même terrible parce que je croyais que c'était une carte de fidélité. Moi qui fais 100% de mes déplacements chez vous, c'est pas une carte de fidélité que j'avais, c'était une carte de potentiel, c'était de la remise quantitative en quelque sorte. Vous voyez? Il ne faut pas se tromper, est-ce qu'on rémunère un potentiel ou est-ce qu'on rémunère une fidélité? Ça crée des comportements assez curieux parce que ça déclenche une forme de zapping commercial et on n'appelle pas un chat un chat. Et c'est ce qui s'est passé dans la téléphonie où de plus en plus on tourne. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais d'une certaine manière, on a refusé de regarder la vérité en face. Les changements de comportement sont nés il y a une bonne dizaine d'années, mais on n'y a pas fait attention. On n'y a pas fait attention parce que, comme je vous disais précédemment, ils ne sont pas venus par l'entreprise. Ça a démarré par quoi? Facebook. Facebook. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Machin où les gamins se trouvent des amis. C'est très très loin du business. Alors on y prête pas garde, même si ça fait quand même une grosse capitalisation, même si ça a perdu 30%, hein, mais une grosse capitalisation, une des plus grosses capitalisations boursières, mais ça a été pris comme quelque chose de totalement annexe, et pourtant c'était les prémices d'une nouvelle manière de penser. Mais ça ne concernait pas le business, alors c'était pas grave. Alors bien sûr, un peu plus tard, on a communiqué avec des SMS. En 1992, on envoyait le premier SMS, truc de gamin. Aujourd'hui, il y a l'équivalent de la population mondiale en nombre de SMS envoyés chaque jour. Et c'est devenu un outil de travail. Désolé, j'aurai quelques minutes de retard, ou est-ce que j'ai bien pensé à envoyer la proposition? Ça commence à rentrer. Bon, il n'y a pas été garde dans un premier temps. Puis après, Mythique. 400 couples qui se rencontrent chaque jour sur Mythique. 1 million de couples qui vivent en France. Il y a un couple sur 8 aux États-Unis qui s'est rencontré via un site internet. C'est quand même incroyable. Comme ça a révolutionné une manière d'être. Alors que la rencontre, c'est quand même le point de départ de l'action commerciale. Et on ne l'a pas vu dans un premier temps. On n'a pas vu qu'on pouvait avoir 10, 15, 20, 30% des rencontres qui étaient générées par un outil qu'on avait totalement négligé. Après, il y a eu les premières transactions et puis on a commencé à échanger. TripAdvisor, ça a été eBay, Amazon. C'est pas grave pour acheter un bouquin, un CD, on n'a pas besoin d'un vendeur. Donc laissons-les, ces autonomistes. Et le mot a été lâché. Ces autonomistes de l'achat, ceux qui considèrent qu'ils n'ont besoin de personne pour prendre leurs décisions. Et puis tout d'un coup, il y a 2, 3, 4 ans, ça a littéralement explosé. Et là, on dit soudain la trahison. Pour la première fois, les comportements d'achat en ligne, les recherches, les comparateurs ont gagné de manière très significative l'industrie après ces premières tentatives d'enchères inversées qu'on avait connues déjà il y a quelques années et dans l'industrie. Alors, aujourd'hui, le constat est le suivant. 8 personnes sur 10 donnent du crédit à l'avis d'un tiers sur le web. Cette enquête est assez redoutable. Jamais les vendeurs n'ont obtenu un tel crédit d'intention. Jamais on n'a accordé autant de confiance
à un vendeur alors qu'on est prêt à accorder pour 8 personnes sur 10 la confiance à des informations dont on ne connaît absolument pas l'origine, on ne sait pas si celui qui les a données est payé ni par qui il est payé. C'est une drôle de manière de fonctionner. Et le vendeur dans tout ça, la vraie question à se poser, c'est fini. Est-ce la mort du vendeur, du moins du vendeur tel qu'on l'a connu, est-ce qu'il a encore une raison d'être? Alors, bien entendu, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir à condition de prendre un virage radical et de remettre en cause les pratiques qui nous ont permis, pour la plupart, d'arriver là où nous sommes en tant que manager. Alors, ce que je vous propose, c'est justement, en 4 actes, regardons ce qui se passe, prenons un petit peu de recul, ça amène la réflexion, et puis essayons de faire des transpositions dans nos business respectifs. L'acte 1, c'est la reprise du pouvoir sur les autonomistes. L'enjeu, il est là. Nous avons créé des acheteurs autonomistes en leur donnant l'impression qu'ils pouvaient faire tout seuls. Alors la définition de l'autonomiste, rien à voir avec ceux qu'on connaît. Moi je viens de Bretagne, il y en avait, pas très loin à l'ouest, et on parle d'autonomiste. Non, moi je parle des vrais dangereux. L'autonomiste, d'après le dictionnaire, est un partisan du comportement qui se fonde sur des règles choisies librement. Il fait preuve d'indépendance et se passe de l'aide d'autrui. Il fait preuve d'indépendance et se passe de l'aide d'autrui. Un autonomiste de l'achat est quelqu'un qui considère qu'il n'a besoin de personne pour prendre sa juste décision. Pire que ça, un vendeur est là pour l'influencer et l'amener dans une direction qui nécessairement n'est pas la bonne, puisque c'est celle de l'intérêt de l'entreprise et non pas de l'intérêt du client. Autrement, il n'aurait pas de raison d'être. La raison d'être d'un vendeur, c'est d'amener quand même quelqu'un à acheter autre chose que ce qu'il a initialement prévu. N'oublions pas, ça c'est la version hard de la vente. Eh bien, cette montée des mouvements autonomistes, ça se traduit par des comportements assez curieux que je vais essayer de vous mimer. Premier comportement, c'est l'autonomiste qui vient voir le médecin et qui dit « Docteur, je suis venu vous voir parce que j'ai une douleur dans le bas du dos. J'en situe l'origine entre L5 et S1. Il s'agit d'un pincement intervertébral qui s'est traduit par un glissement d'un disque lombaire sur le tissu rachidien. Ça me fait une douleur portée qui descend le long de la jambe avec fourmillement dans les orteils. Et quand je lève la jambe, ça me fait particulièrement mal dans la fesse droite. » Vous voyez, docteur, ce sont les symptômes d'une... Il y a des autonomistes là. Merci, Jean-Louis. Alors, docteur, comme j'ai une sciatique, vous me donnerez des anti-inflammatoires de type Voltaren ou Feldene, ça m'est égal. Je les prendrai en LP pour éviter de multiplier les prises. Je prendrai un décontracturant, vous me donnerez un myolastan pour la journée et un panos pour le soir, parce qu'il y a des effets secondaires. C'est pas bon pour l'estomac, parce qu'on a un petit pansement gastrique. Hein. Un Manox, ça fera l'affaire Enzolam, c'est le même en générique, il est moins cher. Et puis vous me mettrez 8 jours, docteur, pour que je m'en mette. C'est ça l'autonomie. Vous imaginez le médecin qui se retrouve face à un individu qui est capable de dire « voilà ce dont je souffre, voilà exactement ma pathologie, j'ai fait l'analyse des symptômes, j'en déduis une pathologie et je vous donne le traitement ». Eh bien, dans le business, on commence à en voir partout. Dans le business, on voit des cahiers des charges qui sont élaborés encore mieux que par des experts parce qu'on a internalisé la compétence, parce qu'on a mutualisé ces compétences et parce que plus on injecte de valeur ajoutée dans le cahier des charges, plus on détruit de la valeur chez celui qui va y répondre. C'est relativement simple comme principe. Alors, c'est gênant. Le problème, c'est qu'on passe beaucoup trop vite du symptôme au traitement. Et c'est lié à toute cette culture de l'orientation client et de la question « dites-moi ce que vous voulez, je vais vous le proposer ». Le « dites-moi ce que vous voulez, je vais vous le proposer » consisterait à dire si j'identifie tel type de symptômes, immédiatement, j'en suis le traitement. C'est là la difficulté. C'est qu'on a simplement oublié au passage une étape fondamentale qui est l'étape de l'analyse. S'il y a un premier conseil à donner, c'est dissocier découverte et analyse. Lorsqu'on va voir un client, un médecin, il va vous poser des questions. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous souffrez d'où? Dites-moi ce qui ne va pas. Il va identifier les symptômes et bien souvent il va dire, bon écoutez, on va regarder tout ça de plus près, je vais vous ausculter, vous allez aller passer une radio. Et là, il y a toute cette phase d'analyse qui est la véritable zone de création de valeur, la zone non transmissible. Si dans vos entreprises respectives, on se rend compte que la phase d'analyse, elle est passée chez le client, ça veut dire que mécaniquement, on aura une destruction de valeur. Deuxième constat, j'ai pris une phrase de Luc Ferry qui tenait à la Convention nationale APM à Nice. Un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la confusion entre l'information et la connaissance. L'information est disponible.
quand on discute avec les jeunes, ils se disent à quoi ça sert d'apprendre, puisque de toute façon, l'info, on va y avoir accès sans aucun problème. Et la clé de la réussite aujourd'hui n'est pas de détenir l'info, mais de savoir où la trouver. Alors avec un bon système de communication, on va y aller directement. Et cette confusion entre information et connaissance laisse à penser qu'il suffit d'avoir l'information pour pouvoir prendre la juste décision. Regardez, ceci est un établissement, un resort qui se situe au Maroc, au sud de Casablanca, exactement à El Jadida. C'est un complexe, vacances, séminaires, enfin lieu où on peut travailler, se détendre et jouer au casino le week-end. Si on a envie d'aller dans cet établissement, on va changer de l'information. C'est TripAdvisor, et on va zoomer sur les résultats. Regardez ça. 71 personnes ont dit que cet établissement était excellent. 43 ont dit que c'était très bien, 21 ont dit c'est moyen, 13 ont dit c'est pas terrible, et vous en avez 20 qui ont dit c'est épouvantable. On y va ou on n'y va pas? Quelle décision? On a l'information, mais on est incapable de décider. Parce que cette information brute, c'est à peu près le type d'information que l'on a quand on a posé des questions aux clients. Et si on ne va pas creuser, mais beaucoup plus loin, pour savoir qui a dit que c'était pas terrible, est-ce que c'était ceux qui étaient en séminaire ou ceux en goguette avec les copains qui ont été très contents, tant qu'on ne fait pas une analyse beaucoup plus fine, on ne peut pas avancer. Ce qui veut dire qu'il va falloir, et c'est le deuxième conseil, ce n'est pas en donnant de l'information aux clients qu'on va créer de la valeur. Si on veut créer de la valeur, il va falloir créer de la complexité. Et cette complexité, elle se résume en une phrase. En deux mots même. Bien la comprendre, je vais vous donner une illustration. J'ai eu l'occasion d'animer un séminaire sur la vente du prix, la défense des marges avec un groupe de commerciaux qui vendaient des contrats de désinsectisation et d'ératisation. Produit qui semblait relativement banalisé, et ils disaient on a du mal à vendre. Alors je dis mais vous vendez quoi exactement? On dit des contrats de désinsectisation, d'ératisation, on met des graines pour tuer des rongeurs. J'ai dit, et vous vendez ça à combien? Ils m'ont dit, on vend ça à 200 €. Oui. Combien de passages? 4 passages, 50 € le passage. Ouais. Je vais vous mettez des graines, bonnes graines pour ce prix-là. On dit, vous savez, 1 kilo de graines, ça fait l'affaire, on achète ça dans n'importe quel coop du coin. Je dis avec un tel enthousiasme, vous devez pas en vendre tous les jours quand même, hein, parce que, en termes de posture commerciale, c'était légèrement perfectible. Mais quand même, il y a méfiance. On se dit, ou c'est de l'escroquerie et il vaut mieux arrêter tout de suite, ou il y a un vrai savoir-faire, mais il n'y a pas de faire savoir. Alors on va creuser un peu, on va chatouiller. Et j'aurais dit, mais quel type de graines vous mettez? Et là, ils ont répondu la phrase qui montre qu'il y a de la valeur ajoutée, parce qu'il y a de la complexité. C'est quoi la réponse? Quel type de graines vous mettez? La seule réponse à faire. Ça dépend. J'aurais dit, mais attendez, ça dépend de quoi? Ils ont dit, ça dépend du type de rongeur à tuer. Expliquez-moi. Elle dit, oui, il y a des rats, des souris, des mulots, des surmulots, des musaraignes. Et ils ont commencé à énumérer un nombre de bestioles dont on ne soupçonne même pas l'existence. Ils créent de la complexité. Je dis, et vous faites comment pour les reconnaître? Ils ont dit, c'est pas compliqué, on regarde les crottes. Il y a des courtes, des longues, des grises, des noires, et ils m'ont ouvert le livre des crottes, je vous jure. D'un côté, il y avait les crottes, de l'autre côté, il y avait les surfaces. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ici, parce que les rongeurs ne se comportent pas tous de la même manière. Il y en a qui sont intelligents, d'autres qui le sont moins. Il y en a qui décortiquent, alors qu'il y en a qui mangent tout. Si on met simplement le poison en surface et qu'ils décortiquent, on les nourrit, on ne les tue pas, vous comprenez, c'est pas compliqué. Ouais, je suis d'accord, ça va, j'ai compris. Et quelle quantité vous mettez? Et là, ils ont dit, ça dépend. Deux fois. Là, on voit la valeur qu'ils ont. J'ai dit, ça ne dépend de quoi? Ils ont dit, ça dépend du niveau d'infestation. Ça va très vite. Les souris, un couple de souris, ça fait 1500 petits en une année. Donc, c'est pas possible. Si, en cascade, là. Mais c'est rien à côté des cafards. Un cafard, vous en voyez deux, il y en a 14 998 derrière. Un couple de cafards, c'est 15 000. Il y en a partout. Il y a un agriculteur sur 12 dans le monde qui travaille pour nourrir les rongeurs. Le 12e de la production mondiale de céréales est coûté chaque année par les rongeurs. Oh, j'ai dit, ça fait peur, ça. Quand ça fait peur, ça s'appelle de la vente d'idées ou de la vente de besoins. Alors, en creusant, j'ai dit, et vous les mettez où, les graines? Alors là, ils ont dit,
Ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend des lieux de passage, des rongeurs. Vous voulez surveiller la nuit avec les lunettes à infrarouges? Je me dis, mais non, c'est pas compliqué. Enfin, quand même, c'est évident. Vous rentrez dans une pièce, il y a des toiles d'araignée sur la pièce. Vous regardez le mur. Sur un mur, il n'y a pas de toile d'araignée. Ça ne veut pas dire que les araignées n'aiment pas ce mur. Ça veut dire que les rongeurs passent par là, ils vont embarquer les toiles d'araignée. Et ça, tout le monde le sait. Je dis, ouais, mais spontanément, ça ne vient pas à l'esprit. Les souris, elles passent toujours au même endroit, elles sécrètent une matière grasse. Il suffit de regarder le mur de biais, vous voyez la surbrillance et vous mettez les graines en bas. On a pris le contrat, on a tout réécrit pour une prestation comprenant l'identification des types de rongeurs, l'évaluation du niveau d'infestation, la localisation des zones stratégiques, la fourniture des produits adaptés. Il y en avait une page entière, les 200 € divisés par 12, ça s'est vendu nettement mieux. Tout ça a bien fonctionné quand on a créé de la complexité sans donner immédiatement la réponse. Certains, au bout d'un moment, ont trouvé plus malin que d'expliquer aux clients « Tenez, venez voir, je vais vous montrer où sont les lieux de passage, vous avez des surmulots, c'est pas compliqué, il suffit de mettre des graines imprégnées à cœur, et là on détruit de la valeur. » C'est trouver la juste limite en montrant de la complexité, en mettant en avant son expertise sans jamais l'offrir. C'est une équation un peu délicate à traiter. Une fois que vous avez créé la complexité, il faut aider le client. Et il faut concrétiser tout de suite. Autrement, on a fait le travail pour la concurrence. Troisième réflexion, c'est l'évolution du processus de questionnement. Un vendeur a été formé des séminaires et des séminaires à poser des questions. Et on a dit la clé de la vente, c'est de savoir poser des questions, des ouverts, des fermés, des faits, opinions, changements, actions, des sondages directifs, non directifs, tout. On a fait ça dans tous les sens, ce sont des stars des questions. On a fait une expérience il y a quelque temps, on a pris un groupe d'ingénieurs qui vendaient dans l'industrie à un grand groupe international. Et on a dit, vous allez préparer votre entretien et pendant une demi-heure, vous allez préparer les questions pertinentes qui vous sembleraient utiles de poser à la direction des achats et à la direction technique pour les intéresser. À l'autre moitié du groupe, on les a mis dans la salle à côté et on leur a dit, vous allez rechercher toutes les informations qui pourraient vous être utiles avant de rencontrer la direction technique et la direction des achats. Une demi-heure après, on les a mis dans la même salle. Et là, c'est triste. Vous avez les sachants et vous avez les autres. Vous avez les poseurs de questions. Les poseurs de questions, c'est combien avez-vous d'unités de production dans le monde, quels sont les derniers sites que vous avez ouverts, et puis vous avez l'autre groupe qui dit actuellement il y a 8 sites de production, dont notamment un qui a été délocalisé sur l'Inde et qui est spécialisé sur telle ligne de production. Quand on creuse un petit peu, vous avez des questions qui sont factuelles, sans aucun intérêt, et qui amènent souvent une question de la part du client qui est de plus en plus fréquente. Mais attendez, vous êtes allé sur notre site internet avant de venir nous voir, vous êtes renseigné, alors que les acheteurs ont compris ça. En grande distribution, ils ont compris toute la richesse qu'il pouvait y avoir à analyser les comptes des sociétés et de dire, j'ai vu que vous aviez sorti un résultat assez exceptionnel cette année, en amélioration de 4 points par rapport à l'année dernière. Comme nous pesons 20% du poids de la distribution en France, nous pensons que nous y avions contribué significativement et nous voulons savoir dans quelle mesure vous envisagez de partager les gains cette année. Et ça met dans un état d'esprit positif. Ce qui veut dire qu'un groupe pose des questions et l'autre cherche de l'information. Aujourd'hui, un commercial doit aller rechercher de l'information avant de poser les questions. Ces dernières seront beaucoup plus pertinentes. Il n'est pas imaginable aujourd'hui d'aller voir un client sans avoir fait un parcours de recherche significatif avant. Les particuliers le font. Il y a encore des tas de vendeurs dans l'industrie qui n'ont pas ce réflexe d'aller voir les informations, la presse, les informations techniques, les évolutions de la législation, et on risque d'être un coup en arrière. La déstabilisation. Tout ça, c'est la suite logique de ces nouveaux comportements d'achat et de la disponibilité de l'information. On vient en tant que particulier. Vraie grosse déstabilisation. Depuis des années, on accompagne un fabricant de piscines, un grand dont je tairai le nom, mais dont le siège est dans le centre de la France, du côté de Saint-Étienne, et qui est leader européen. Et le showroom, les commerciaux ont été formés à bien traiter les clients qui rentrent dans un showroom il y a 10 ans, vous savez, 12 ans, au siècle dernier. Il y avait des gens qui étaient un peu timides, on n'achetait pas une piscine comme ça, et puis on n'achète toujours pas une piscine comme ça. Alors vous aviez un couple qui rentrait dans un showroom et qui disait « Bonjour,
excusez-nous, mais on aimerait avoir quelques informations. On envisagerait éventuellement l'acquisition des piscines, il n'y a rien de fait, mais est-ce que vous auriez la gentillesse de nous renseigner sur ce qui existe? Et le vendeur disait, mais avec plaisir, monsieur Dame, si vous voulez bien vous asseoir, je vais vous poser quelques questions. Et le vendeur s'installait en disant, bien, donc vous envisagez éventuellement l'achat d'une piscine. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix? Est-ce que c'est pour valoriser un bien? Est-ce que c'est pour une utilisation familiale, ponctuelle, toute l'année? Toute une découverte classique, que les enfants seront là? Oui, absolument, vous allez recevoir, bien sûr, on va recevoir, monsieur est sportif, oui, tout à fait. Bien, une bonne reformulation. Donc si je vous ai bien compris, vous voulez une piscine pour une utilisation familiale, utilisation toute l'année, avec la nécessité de protéger avec une couverture. Et comme vous aimez le sport, il faudra envisager une nage à contre-courant, parce que même une piscine de 10 mètres de long, c'est trop court pour nager. Ah bien, et ça vaut combien? Enfin, parfois le couple disait, et ça coûte combien? Le vendeur disait, non, ça ne coûte rien, ça vaut, parce que ça coûte quand on dépense, ça vaut quand on investit. Vous allez investir quelque chose de durable. On va trouver une solution pour le financement. Enfin, c'était au siècle dernier, tout ça. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je fais les observations dans les showrooms, je vous rassure, c'est un poème. Vous avez un couple qui arrive en disant bonjour, très à l'aise, comme s'ils en étaient à leur 50e piscine achetée. Il y a un vendeur, monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez venir, on a quelques questions à vous poser, si vous voulez bien vous assurer. Alors, avec le bon épouse, on envisage l'achat d'une piscine, on s'est renseigné, elle dit, on est chez qui là? On est chez des joyaux, c'est ça. Alors, première question. En allant sur le site d'un de vos concurrents qui s'appelle Blockit, on a constaté qu'il utilisait un système de coffrage polystyrène où il faisait un coulé in situ sur du ferraillage béton. Le principal avantage, c'est qu'avec du polystyrène, ça permet d'avoir en moyenne 3 degrés de plus, c'est ce qui est écrit dans les forums, hein, on n'a rien inventé. 3 degrés de plus, on est obligé d'utiliser une pompe à chaleur. Vous n'avez pas envisagé ce procédé. Pourquoi? Là, vous avez le vendeur qui fait un léger pas en arrière, qui commence à dégouliner, il se dit pas trop, à l'aide, help, c'est pas terminé. Concernant le traitement, nous avons vu que les systèmes d'électrolyse au sel pour piscine étaient extrêmement économiques, faible consommation, et ça n'use pas les maillots de bain et ça ne pique pas les yeux. Vous continuez à mettre du chlore ou du brome, pourquoi? À la deuxième question, c'est à peine caricaturale. Comment on fait? Comment on fait? Alors bien sûr, quand on va gratter un petit peu, on va se rendre compte que la connaissance, elle est extrêmement superficielle, mais suffisante pour déstabiliser. Et la différence, elle ne va pas se faire par une maîtrise des techniques de vente, du comment êtes-vous arrivé à cette conclusion, pourquoi dites-vous cela et tout ça, mais elle va être dans une démarche qui est liée au fait que ce qui a changé, c'est qu'avant, le vendeur, on le rencontrait très tôt. Dès qu'il y avait besoin d'une prise d'info, une fois qu'il avait bouquiné 2 ou 3 livres sur la piscine, il allait voir un vendeur pour chercher de l'information avant de prendre une décision. Aujourd'hui, on rencontre des clients là. L'achat est prédéterminé et prémédité. On a des clients qui sont formatés, déformés. Et si on n'a pas une vraie stature avec un vrai charisme et une expertise technique pour remettre chaque chose à sa place, ça risque d'aller mal. D'où aujourd'hui, oser la confrontation. Et oser la confrontation, ça va passer bien souvent par une véritable expertise technique, autant que par la maîtrise des méthodes de vente. Lorsque on a entendu le couple qui a dit, voilà, nous on veut de l'électrolyse au sel et puis on veut également avoir une couverture, quelle couverture vous avez imaginé? On a prévu une couverture aluminium. Alors si vous voulez mettre de la couverture aluminium avec de l'électrolyse au sel, ça va faire tout drôle. Mais ça, ce n'est qu'un exemple et il peut y en avoir des tas. Alors si vous voulez bien, concernant l'aspect technique, vous allez déjà m'expliquer quels sont vos objectifs et moi je vais vous expliquer ce qu'il vous faut. C'est comme ça qu'on va procéder. C'est oser. C'est oser, c'est avoir cette assurance qui est liée à la maîtrise technique alors qu'on a parfois négligé. Comme l'acquisition de la technique se fait régulièrement et facilement aujourd'hui, on va être obligé de muscler bien davantage les commerciaux par rapport à ce qu'on a connu. Pour ça, les méthodes qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la recherche du point